Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau, qui est dirigé aujourd'hui par Paul-Marie Couteau, mais Paul-Marie Couteau n'est pas dans le studio. Assisté de Marie-Joséphine, diffusé en direct mercredi 9 mai 2012 de 21h30 à 23h et en différé vendredi 11 mai 2012 de 21h30 à 23h également. Elle est réalisée par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Eh bien, au moment où je disais Paul-Marie Couteau n'est pas là, telle la statue du commandeur, arrivait Paul-Marie. Me voilà, mais en effet tombé du ciel. Il n'y avait aucun jeu de mots. Oui. Mais je ne devais pas être là ce soir, Marie-Joséphine. Et vous me faites la bonne surprise d'être là. Et vous êtes ravie. Je suis enchantée. Mais je ne serai pas là mercredi prochain, rassurez-vous. Simplement, Aussi, vous me ferez une petite apparition quand je même. devais partir dans ma bonne ville et ma circonscription de Haute-Marne, ma ville de Saint-Dizier et sa circonscription de Haute-Marne. J'ai eu trop de choses à faire aujourd'hui. Je partirai demain aux Aurores et conséquemment, je viens vous rendre visite si vous voulez bien de moi. Bon, moi, je ne sais pas. Il y a un peu d'actualité politique. Un tout petit peu, ça va être... Écoutez, c'est un mauvais moment à passer. C'est comme les opérations de la main. Ça passe toujours. Oui, on va quand même. Hein. Il y a un petit peu de politique en ce moment, vous êtes au courant? Oui, mais il y en a tellement que trop de politique tue la politique. Hein, selon ça, elle l'étouffe même, oui. cette affaire. On n'en peut plus, un peu de respiration. Tous, oui. Mais on a bien d'autres, vous nous allez nous les présenter, nous avons bien d'autres invités. Mais oui, mais maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'est caduc. Je vous en prie. Ah bon, donc nous avions dans le studio, nous avons Pierre Lours qui a peut-être un petit poulet dans son panier, on ne sait pas. Oui, il est arrivé tardivement, mais je lui ai coupé les ailes et je l'ai embarqué avec moi. Bon, et puis nous avons aussi dans le studio Pierre Cagni. Alors je ne sais pas comment on prononce votre nom. Cagini déjà. Cagini. Et si vous y mettez un petit peu d'accent corse, vous verrez, ça changera. Cagini. Voilà. Alors Pierre Cagini qui va nous parler d'une question, d'un sujet important qui moi me fait un peu peur. C'était au premier abord bien sûr la promotion globale de l'internet littéraire. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est un programme immense et qui... j'en ai parlé autour de moi, une amie bibliothécaire à Versailles m'a dit que actuellement la vente des textes sur Internet intéressait 4% des personnes en France. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que par rapport à un livre papier, en France, le livre numérique oscille entre 1 et 4%. C'est absolument exact. Contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays où il y a une énorme poussée. Cela étant dit, s'il n'y avait pas des possibilités prévues de grande diffusion des textes en numérique, jamais personne ne se serait lancé à faire des tablettes numériques et autres en argumentant sur le fait que maintenant on peut lire sur tous ces instruments. Voilà. Moi, j'ai eu le privilège de voir ces textes sur votre ordinateur, tout simplement sur un ordinateur. Et il est vrai qu'il est plus plaisant de les lire en 2 pages, vraiment comme dans un livre, que sur d'autres plaquettes. Oui, en fait, c'est ça. Ce que nous avons souhaité faire à Lettropolis, puisque c'est le nom de ma maison d'édition numérique. C'est joli, Lettropolis. Lettropolis, oui, c'est... Je pense que ça donnait un petit élément classique pour un support qui est tout à fait moderne, de façon à bien marquer notre pensée. Ce que nous avons souhaité faire, c'est utiliser les moyens d'aujourd'hui pour faire lire les gens
comme un livre sur 2 pages, mais sur leur ordinateur. C'est-à-dire, enfin, ils peuvent lire sur certaines tablettes s'ils le souhaitent, c'est aussi une autre possibilité, mais le moindre ordinateur prévu pour afficher des formats, ce qu'on appelle PDF, c'est-à-dire ce que tout le monde a, c'est le lecteur universel, le logiciel universel de lecture de texte, avec les textes tels que nous les avons traités, spécifiquement, peut être lu comme un livre sur un ordinateur en 2 pages. Alors nous aurons aussi, je crois, Marie-Joséphine Manolas Souvan-Lassie. Oui, bien sûr, parce que j'avais battu le rappel. Lors de notre émission. Bien sûr. Nous parlerons aussi des troupes françaises. De la Grande Armée, oui, puisque... Enfin, je laisse la surprise, mais c'est vraiment il y a exactement 200 ans. Oui, le 9 mai. Le 9 mai 1812. 1812, il y a 200 ans. La Grande Armée s'est ébranlée de Saint-Cloud. S'est ébranlée quittant Saint-Cloud. Ouais. C'est extraordinaire. Bon, mais vous avez un à propos parfait. Et puis, nous aurons aussi au téléphone Gérard Frémiot, que vous connaissez, l'un de vos amis, ma chère Marie-Joséphine, qui a écrit, d'ailleurs c'est tiré de plusieurs articles qu'il a écrits dans les Cahiers de l'Indépendance, un petit ouvrage, L'État, le grand retour. Il a le gentillesse de m'en demander la préface. Alors, nous allons la voir au téléphone tout à l'heure. J'espère que vous allez le mettre sur Létropolis. Et évidemment, mais lui, il est édité. Alors c'est autre chose que. On peut aussi être édité et être sur Métropolis. Oui. Sur Létropolis, oui, absolument. Létropolis, pardon. Oui, non, c'est parce que Métropolis, je n'oserais pas me comparer à Fritzland tout de même. Létropolis. Oui, non, il n'y a aucune difficulté dans la mesure où, primo, l'auteur le veut. Ça, c'est la première condition sine qua non. La deuxième est qu'il n'y ait pas d'interdit de la part de son éditeur préalable, c'est-à-dire en fait que l'auteur ait gardé ses droits numériques, ce que j'encourage tout auteur à faire, parce que... c'est à ne pas les abandonner à son éditeur. Voilà, absolument. S'il ne veut rien en faire, il n'y a aucune raison de les lui donner. Ça, il faut être... ça m'intéresse, parce que par paresse, je ne renvoie pas les contrats de traduction numérique, et donc ils sont libres. Absolument, c'est la loi française. Très bien. C'est la loi française. Je donnerai mes livres, cher monsieur. Eh bien, écoutez, je serais ravi de les accueillir parce que je vous écoute depuis longtemps et je suis sûr qu'ils seront très bien placés dans notre maison d'édition. Sur Létropolis, quel honneur. Alors, le poulet de Fabrice Fanet. Oui, vous voulez que je vous le serve maintenant, Paul-Marie Couteau ? Il est temps quand même, à 10h moins 20, il est temps de se mettre à table. C'est vrai, vous avez raison. Joséphine. Oui, c'est vrai. Vous avez votre propre poulet ? Non, je n'ai pas mon poulet. Alors, Marie-Joséphine, Paul-Marie Couteau et chers auditeurs, je vous fiche mon poulet que si ça continue, les Français vont bientôt réaliser qu'ils payent cher pour consommer gratuitement. Tenez, le petit quotidien gratuit que les citadins parcourent le temps de leur parcours métropolitain, ils le payent par l'attention qu'ils donnent aux encarts publicitaires grassement monnayés. Ils le payent aussi en ingurgitant, sans trop le savoir, des messages politiques favorables à la société mondialisée conforme qui financent évidemment ces mêmes publicités. La boucle est bouclée et les esprits bien ficelés. Le même piège à neurones avides d'images publicitaires racoleuses fonctionne bien sur Internet où, en plus, par la grâce de l'électronique et de l'informatique, notre adresse courriel et nos comportements sont classés, analysés et évidemment vendus. Ainsi, comme par magie, nos désirs sont anticipés, attisés, monnayés par le truchement de nos écrans. Il faut dire que depuis l'édification de l'État-providence, à la place peut-être de la providence divine, nous avons l'impression de ne pas payer nos soins, de ne pas payer l'école de nos enfants, l'utilisation des routes et même l'air qu'on respire. Et pourtant, l'État réquisitionne 56%, Marie-Joséphine, de la richesse que les Français produisent pour, soi-disant, nous offrir gratuitement tous ces bienfaits. Mais comme on ne paye pas directement ou immédiatement, l'impression de ne pas débourser ou d'être, somme toute, gagnant, nous leurre et nous roule dans une douce pellicule sucrée façon loukoum halal, bien évidemment. D'ailleurs, comme tout cela ne coûte rien, soyons bons, soyons humains, soyons charitables avec toute la misère du monde. Pas avec le voisin de palier, je vous rassure tout de suite, il risquerait de passer notre porte sans vergogne. Soyons bons, l'État payera nos largesses et notre conscience sera apaisée à moindre coût, du moins le pense-t-on. En fait, à force de ne plus savoir que l'on paye, à force de vouloir oublier qu'il y a toujours une contrepartie, seuls nos droits ont droit de cité, nos devoirs faisant figure d'exigences illégitimes, pour ne pas dire, n'ayons pas peur des mots, de protubérance
cancéreuse, fasciste. Ah, Rabat nos devoirs, rabat la bête immonde, vive la dette qui maintient artificiellement notre train de vie, qui nous roule vers la ferraille des civilisations. Quant au remboursement, taxons les riches, c'est-à-dire toujours l'autre. Et si ça ne suffit pas, qu'ils aillent se faire voir chez les Grecs. Mais il n'y a pas que nous autres citoyens qui succombons à la facilité. Regardez ces hommes politiques qui veulent les 6,5 millions de voix de Marine Le Pen sans avoir à promettre un quelconque changement, quoi que ce soit en retour, sans avoir à donner une petite place à l'Assemblée aux représentants de ses patriotes, sans avoir à payer le prix politique que tout démocrate devrait se faire un plaisir de donner simplement par démocratie, par reconnaissance de l'existence de leurs concitoyens. Seulement, un jour, par la force des choses, il faudra bien faire la part des choses. La vie d'un être ou d'une société renferme une logique implacable, une sorte de justice mathématique, physique, morale immanente, qui se traduit par des évolutions obligatoires ou malheureusement des révolutions violentes. Ah, Marie-Joséphine, tout ça ne vaut pas des éclairs de tonnerre par un crépuscule rose et pluvieux un lendemain d'élection. Un crépuscule. Bravo, un crépuscule. Hein. Oui, c'est un mot vraiment fétiche. Hein. Mon colonel, pourquoi une petite représentation, une grosse représentation écoutez, moi j'ai été très étonné d'ailleurs que notre encore président, Nicolas Sarkozy, le vendredi juste avant les élections, ne propose pas sans aucune négociation de laisser une soixantaine de circonscriptions à ces 6,5 millions de votants, d'électeurs. Et là, je suis sûr qu'il les aurait convaincus de voter pour lui. Il en a déjà eu la moitié. Oui, mais il aurait eu beaucoup plus. Et il serait passé. Et s'il n'avait pas eu pour porte-parole cette pauvre Kosciusko, machin chouette, qui a déclaré qu'entre un socialiste et un candidat du Rassemblement Bleu Marine, elle voterait socialiste, suivi par d'autres de Micelle, Georges Jouanneau et je ne sais plus qui d'autre. Évidemment, s'il n'avait pas tenu ce discours, il eût été quand même plus facile de se concilier les voix. Encore, la moitié ont été bonnes filles, ont apparemment voté pour Nicolas Sarkozy, mais il y en a eu les 3/4 et aujourd'hui il serait élu. Exactement. Mais est-ce qu'il voulait encore être élu ? Ah, j'ai bien compris que non, en réalité. J'ai bien l'impression qu'il avait peur d'être réélu. Mais à mon avis, il a peur aussi d'être battu. Les conséquences, enfin, sont à venir. Je ne sais pas. Qu'avez-vous pensé, mon colonel, de cette séquence électorale, de ce résultat de dimanche ? Écoutez, la séquence n'est pas achevée, bien sûr. Oui, écoutez, la première impression que j'ai eue en voyant notre nouveau président, c'est qu'on aura affaire à quelqu'un vraisemblablement qui est peut-être plus proche de la France et des Français. Je me trompe peut-être, mais j'ai quand même cette impression. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, d'ailleurs, dernièrement, je crois que c'est aujourd'hui, c'est sa compagne, qui est journaliste, comme vous le savez, à Paris Match, qui se plaint terriblement maintenant de l'activité de ses confrères journalistes qui sont au bas de chez elle, qui la suivent, qui la photographient, etc. C'est l'arroseur arrosé. C'était assez drôle. Mais au fond, ce personnage, ne vous fait-il pas penser à cette longue kyrielle de Ratzock qui ont gouverné, si l'on peut dire, la France depuis plus d'un siècle, en réalité. Là, à côté Ratzock, qu'avait aussi Jacques Chirac, autre corrézien notoire. Oui, bien sûr. Qu'avait aussi le petit Percueil, corrézien parmi les corréziens. François Hollande n'est pas de Corrèze, il est rouennais. Oui, mais enfin, il se targue d'avoir fait pousser des racines. Oui, pendant 30 ans. À Tulle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, et c'est assez intéressant, ce prisme Ratzock qui reprend les Français périodiquement. C'est-à-dire qu'évidemment, en étant dans un point médian, et d'ailleurs en chevauchant en plus les idées conformes et à la mode, sauf que vous savez très bien que Jules Renard disait que seules les feuilles mortes sont dans le vent. Mais bon, ça fait rien. ça fait rien, néanmoins. Comment va-t-il concilier les soutiens Bayrou et les soutiens Mélenchon ? Quand même bizarre. Ouais. De quel côté va-t-il tomber s'il tombe ? Ouais. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Bayrou aurait un candidat socialiste en face de lui, alors qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il choisirait plutôt de se reposer sur Mélenchon et consorts. Est-ce qu'on pourrait revenir 8 minutes à l'Étropolis ? Ah oui, si vous voulez. Parce que quand même, là, je sens une sorte de poussée discrète mais forte.
Comme les chevaux, vous savez, quand ils vous bloquent comme ça, rien à faire. On a encore pour 20 minutes de conversation politique, alors Oui, mais glissez non, votre vous avez quand même Létropolis. Létropolis. Est-ce que vous pourriez nous dire... Létropolis, c'est très politiquement clair, puisque Létropolis a voté. Et je peux même donner son vote, puisque j'ai fait un article ce matin dans notre blog. Létropolis a voté très clairement. Il faut être très très clair. Létropolis, c'est logique. Les éditions ont considéré qu'il y avait un quinquennat, que quinquennat, ça durait 5 ans, théoriquement. Et 5 ans, c'était la période qui s'étale entre le moment où un petit enfant de 6 ans commence à éventuellement apprendre à lire, écrire et compter, et 11 ans, le moment où il doit rentrer en 6e, théoriquement. Donc Létropolis voulait voter pour le candidat qui aurait promis que les petits-enfants apprendraient bien à compter, à lire, à écrire, à parler de façon claire, concise, fidèle à la langue française, à sa fluidité, à sa précision, et donc que le candidat qui promettait cela recueillait tous nos votes, de tous nos parrains. Et c'est-à-dire, c'est pas si clair que ça, excusez-moi, cher monsieur. C'est malheureusement pas très clair parce que je n'ai pas entendu ce candidat. Bon, très bien. Alors revenons à notre séquence politique, mon cher colonel. Oui, parce qu'elle n'est pas finie, parce que maintenant les législatives arrivent. Voilà. Et donc, je voudrais quand même que vous me disiez quelle est la raison de la détestation profonde, pas la détestation, mais le manque d'empathie avec ce président qui s'est tant agité, alors que la France est à droite. Elle élit un président qui est plus ou moins à gauche, et peut-être prisonnier d'une certaine extrême gauche. Comment ça se fait? Écoutez, on peut faire le rapprochement, qui n'est peut-être pas suffisant, mais on peut faire le rapprochement avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui lui avait essayé de sortir d'une façon un peu traditionnelle d'incarner une présidence de la République, qui avait été aussi rejetée. Parce qu'il ne correspondait pas justement à ce personnage traditionnel qui était à la tête de la République. Et je crois que Nicolas Sarkozy a été victime aussi de cette volonté de vouloir être différent. Et je crois que les Français n'ont pas envie d'avoir un chef différent. Oui, en tout cas, sur les choses. Beaucoup, et ça, je crois que ça lui coûte cher, beaucoup désacraliser la fonction suprême. Et ça, c'est différent dans un sens tout de même assez critiquable. Okay, oui. Mais comme Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, avec son accordéon. Oui, d'ailleurs, les deux, c'est très étonnant, les deux présidents. Comme quoi les Français sont restés très monarchiens, enfin, nostalgie d'un président impartial au-dessus de tous, quoi, et qui n'est pas comme les autres, justement. Les deux présidents qui ont voulu désacraliser la fonction suprême, Valéry Giscard d'Estaing, ils ont été virés. Oui. Bon, alors, vous parliez des législatives, mon colonel. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. C'est dans un mois. Et évidemment, elles sont importantes, ne serait-ce que parce qu'elles pourraient invalider, au fond, la théorie du troisième tour n'est pas fausse. C'est le gouvernement qui gouverne, alors le gouvernement procède de l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée, au fond, qui est le dernier pôle de liberté, on pourrait dire. Exactement, surtout à condition que l'Assemblée nationale soit vraiment nationale, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Et il est vrai que avec toutes ces élections successives en 5 ans qui ont donné à tous les stades le pouvoir au Parti socialiste, c'est vrai que l'Assemblée nationale, qui serait vraiment une assemblée vraiment nationale, pourrait être, en fin de compte, et devrait être, pour que l'on conserve un espace de liberté dans notre République, devrait être en fait du bord opposé. Oui. Ce qui d'ailleurs permettrait à notre président François Hollande de se libérer peut-être d'alliés très encombrants comme Mélenchon. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il ne serait pas mécontent. Au fond, de cette façon de rendre service. Bon, alors, ces législatives, donc, vont être peut-être les plus importantes de toutes les législatives, ne serait-ce que par ce qui est en jeu, parce que cette fois, c'est pas le même programme, quand même. Programme de gauche, programme socialiste, le programme de l'UMP, surtout, on va le voir, si l'UMP est, dans certains cas, c'est pas exclu, les représentants du Rassemblement Bleu Marine font cause commune, il y aura vraiment un vrai clivage. Bon. Alors, d'abord, pour commencer, puisqu'on parle de l'UMP, on parle beaucoup en ce moment, mon colonel, de la recomposition. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a eu d'ailleurs des voix assez étonnantes. Gérard Longuet, qui a voulu entamer un dialogue, pour reprendre son terme, avec Marine Le Pen. Il y a un député de la Gironde, Jean-Paul Garot, qui a également donné des signes en disant que il fallait
choisir entre l'idéalisme et le pragmatisme. Le pragmatisme étant évidemment de conclure des accords, fussent-ils locaux, avec des candidats du Rassemblement Bleu-Marine. Et Marine Le Pen a pris la balle au bon. Exactement. En disant on examinera les choses au cas par cas. Donc les choses se précisent. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation? Écoutez, si les hommes politiques ont un quelconque sens de l'observation, ils se rendront compte que, effectivement, s'ils n'ont pas envie de perdre à la fois leur mandat et puis leurs idées, il faut qu'ils reconsidèrent leur point de vue, s'ils en ont le courage. Donc je pense que cette recomposition, même si elle ne touchera pas évidemment la majorité des députés sortants UMP, pourra avoir une importance suffisamment grande pour peser dans la prochaine Assemblée vraiment nationale. Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même candidat d'ailleurs dans le Val-de-Marne. Dans la 8e circonscription, à Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maison-Alfort, Saint-Maurice. Vous avez des électeurs qui vous écoutent, potentiels en tous les cas. Oui, Comment faut-il écrire ciel? Alors, l'UMP, à mon avis, est en train de révéler son vice de forme initial. Je me souviens de Philippe Séguin qui nous expliquait en 2002 les raisons pour lesquelles il ne voulait pas rejoindre l'UMP. Il disait ce mariage entre le RPR, au fond, ce qui restait du gaullisme, et l'UDF ne marchera pas. Alors ça a marché, et il disait d'ailleurs pour deux raisons. D'abord parce que comme ils sont d'accord sur rien, il n'y aura pas de matrice intellectuelle. Ça, c'est pas un aspect secondaire, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'unité intellectuelle, qui n'a par exemple rien à voir entre Mme Kosciusko-Morizet, dont nous parlions tout à l'heure, et un Mariani, par exemple, Thierry Mariani, ou un Jacques Miard, oui, voilà, il n'y a rien à voir, fait qu'au fond, le repérage idéologique de cette UMP est extrêmement évanescent. Et donc, ça l'empêche de faire quelque travail intellectuel que ce soit. Moi, j'ai dirigé la revue du RPR, une certaine idée pendant très longtemps. La première chose qu'a fait Jérôme Monod, le grand architecte de l'UMP à l'époque, en 2002, c'est de supprimer la revue du RPR. Il l'a remplacée par rien. Il aurait pu y avoir une revue de l'UMP, mais il n'y a rien, c'est le désert intellectuel. C'était pas possible. Ils n'ont rien à opposer, au fond, à l'hégémonie intellectuelle de la gauche. Et ce qui était d'ailleurs un ferment d'échec, ça, parce qu'intellectuellement, il n'y avait rien, quoi. Puis deuxièmement, l'UMP, au fond, en fusionnant le RPR et l'UDF, s'est privé de tout partenaire. Et il faut un partenaire pour arriver à 50%. Là, il n'y en a pas. Et à moins que ce soit le Rassemblement Bleu-Marine, enfin, n'anticipons pas. Ça serait le partenaire naturel, maintenant, si les gens n'étaient pas si bêtes. Mais enfin, surtout ceux de l'UMP. Mais enfin, ça marche, ça, comme machine électorale. Et à partir du moment où ça perd toutes les élections, ça se déglingue. Parce qu'ils ont quand même perdu les principales villes de France, la grande majorité des départements, la quasi-unanimité des régions, le Sénat, maintenant l'Élysée, une machine à perdre. Or, comme c'était une machine électorale, je pense qu'elle ne peut que se disloquer, non? Oui, mais je pense que vous êtes sur la bonne... on est sur la bonne voie, et le ciel est sur la bonne voie, puisque en fait, le rôle du ciel, souveraineté, indépendance et liberté, est justement d'être en quelque sorte un réceptacle. Oui. Entre ces députés UMP qui sont quand même certainement pour une large part dans le désarroi, et les patriotes qui ont voté à 6,5 millions pour Marine Le Pen. Ça marchera pas en haut, parce que les états-majors sont complètement coincés. En revanche, ça marche à la base. Ça, je vois bien. Je pars demain matin très tôt à Saint-Dizier. Il y a un maire, je ne peux évidemment pas dire son nom, complètement UMP, qui fait mon siège, si je puis dire. Enfin, n'anticipons pas. Je ne sais pas s'il me le fait, dans quel sens il fait mon siège. En tous les cas, il veut absolument me voir. Je sais très bien pourquoi me demander, en réalité. C'est parce qu'à la base, il y a des gens qui veulent quitter l'UMP, mais avoir des assurances de l'autre côté, quoi, de la part du Rassemblement Bleu-Marine. Il y a quand même eu un sondage la semaine dernière qui disait qu'il y avait les 2/3 des sympathisants UMP et des gens qui votaient pour l'UMP qui étaient pour un rapprochement entre l'UMP et Marine Le Pen. Oui. Donc, c'est auquel répondent les 50% d'électeurs de Marine Le Pen qui ont voté hier ou avant-hier, ou enfin dimanche dernier, pour Nicolas Sarkozy. Donc il y a une volonté d'union. Est-ce que nous avons en perspective ce grand rassemblement national pour lequel nous œuvrons? Je veux croire que oui. Alors il y a les circonstances aussi qui peuvent favoriser. Les circonstances. Il y a bien sûr l'élection, mais les circonstances qui sont quand même très, très, très inquiétantes, dans lesquelles notre pays se trouve actuellement.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau. Il y a des questions qui se sont accumulées, mais je n'en ai qu'une en main. N'est-ce pas, Paul-Marie? Je vous en prie, Joséphine, faites seulement. Oui. Alors, un fax pour vous, Paul-Marie. Bravo pour votre émission, cher Paul-Marie. Combien de candidats du ciel se présentent-ils aux législatives? Alors ça, c'est le travail quotidien. Pour l'instant, nous en sommes à 36 investis. Et je pense qu'il y en aura d'autres. C'est très compliqué, hein, parce que il faut quelquefois changer tel ou tel candidat de circonscription, quelquefois même de département, ce qui n'est pas simple. Et oui, c'est pas simple. Beaucoup sont novices, d'autres ont déjà participé à des élections comme des membres du MPF de Philippe de Villiers, qui sont un peu plus aguerris. Si nous avons un des vice-présidents du MPF, qui a été aussi vice-président du Conseil général de Bourgogne, qui est candidat dans l'Yonne, à Avallon, au Cerf Sud et Avallon, qui lui, alors, est parfaitement rompu à l'exercice électoral. Je pense qu'il fera un très gros score. D'ailleurs, plusieurs de nos candidats feront un très gros score. Catherine Rouvier, candidate du ciel dans la 9e circonscription du Nord, fera très certainement un très gros score. Elle est en face d'un communiste à Denain. Et Marine a obtenu 27%, 26 ou 27% au premier tour. Donc elle fera un très gros score, notre amie Catherine Rouvier. Oui, en plus, elle a un dynamisme. Et puis alors, elle a une personnalité bousculé. extraordinaire. Ouais. Pour ça. Elle va bouleverser le Nord. D'ailleurs, vous lui avez préfacé la réédition de son livre sur Gustave Le Bon. Je l'aime comme une petite sœur ou je ne sais pas. Enfin, j'aime beaucoup Catherine Rouvier. Je suis très contente qu'elle ait eu le courage de partir au front comme candidate du ciel. On a quelques bons candidats, professeur d'université, le professeur Le Breton, qui est candidat dans le Calvados. Enfin, nous avons des candidats à Bordeaux, nous en avons 2 en Gironde même, nous en avons un en Pyrénées-Atlantiques, un en Ariège, nous en avons un même dans les Hautes-Alpes, nous en avons où, je ne sais plus, il y en a un peu partout, dans les Bouches-du-Rhône, à Aix. Paris aussi. Il y en a à Paris beaucoup. Il y en a dans le Finistère. Il y en a notre amie Julia Buchmann est candidate dans les Vosges, où Marine Le Pen a fait 27% au premier tour. Je pense qu'elle aura, elle aussi, un très gros score. Et beaucoup dans la région parisienne. Il faut dire que c'est une terre de mission, un peu pour nous, parce que c'est pas là que les scores sont les meilleurs. Non. Voilà, pour répondre à notre auditeur, un peu partout en France, il y aura entre 35 et 40 candidats du ciel. Bien. Je crois que vous avez votre auditeur, pas votre auditeur, mais votre homme Oui, nous politique avons au bout du fil. Gérard Frémiot, chaussons comment appelle-t-on ça, nos casques, chaussons nos casques. Ça s'appelle chausser, hein, Joséphine? Oh, Chausser, oui. Enfilons nos casques Oui, je suis pour sûre qu'il y aura écouter un Gérard auditeur. Frémiot, qui lui aussi est membre du ciel d'ailleurs. Bonsoir Gérard Frémiot. Oui, bonsoir. J'espère que vous êtes membre du ciel. Oui, mais bien sûr, je suis membre du ciel. Enfin, bon. Vous avez réglé vos cotisations en fait? Non, j'ai pas. Non, Ah. je règle mes cotisations toujours en retard, moi. Oh, vous savez comment il Je faut vais les faire. régler, je vais la régler, je vais Ah, régler. et n'ayez pas Gérard, vous peur. savez comment il faut faire? Non. Ah ben voilà, et comment vous allez faire Ça me donne l'occasion de le dire. Il suffit d'aller sur le site du ciel, puisque Oui. beaucoup de gens me disent, mais comment adhérer? C'est très simple. Il faut aller sur le site du ciel, c'est-à-dire souveraineté- Oui, oui, oui. attendez, donc je suis en train Oui, de- vous êtes perdu, je suis en train voyez, de vous, m'y perdre. allez... Ciel-souveraineté.fr. Faire. Ciel-souveraineté.fr. Ouais, Je prenais les ok, choses à oui. l'envers. Ouais, je vais retrouver Ciel-souveraineté.fr. ça. Et puis alors vous téléchargez le bulletin d'adhésion. C'est pour les économiquement faibles, les étudiants, les ecclésiastiques, Mais c'est les mon chômeurs, cas. c'est 15 Je suis pas euros. ecclésiastique, mais... Non, vous n'êtes pas ecclésiastique, encore que vous en avez l'onction. Mais enfin, Mais oui, bien sûr. pour les gens comme vous et moi, c'est 36 euros. Pour les gens généreux, c'est 60 euros. Vous avez le Oui. choix. Voilà. Bon, d'accord, d'accord. Il suffit Bon. de télécharger le bulletin d'adhésion et de l'envoyer à l'adresse qui est indiquée dessus. Voilà, c'est très simple. Alors Gérard Frémiot, enfin Oui. est arrivé votre livre, Oui. L'État, le grand retour. Oui, il est à le grand retour. Ça faisait longtemps, mais enfin, il est sorti avec une préface de Paul-Marie Couteau. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Ah, vous l'avez dit. Bon, Oui, on ne va alors. pas se répéter. Mais enfin, écoutez, c'était normal d'ailleurs parce que vous nous aviez réservé la primeur d'une partie substantielle de Oui, cet puisque ouvrage vous l'avez publié dans dans vos les cahiers de cahiers. l'indépendance. Oui. Et alors, vous êtes non pas étatiste, mais vous pensez que l'État Ah, je suis- est à la je fois le protecteur, le rempart Voilà, et le voilà. stratège. Je quoi. suis un défenseur de l'État, protecteur, serviteur, mais protecteur, serviteur, voilà, avec des pouvoirs. Je suis contre, si vous voulez, une espèce de déréglementation générale à laquelle on a assisté depuis une vingtaine d'années, qui fait que sous la pression de la société civile qui ne voulait plus voir l'État,
l'État a disparu avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. On a déréglementé beaucoup de choses, etc. Bon, alors vous écrivez par 73, arrêtons-nous sur cette idée, qu'il y a une véritable mise sous surveillance de l'État par la société civile. C'est-à-dire que la société civile met l'État en mesure, en demeure même, sans toutefois le mettre en mesure de le faire, en demeure de faire telle ou telle chose. Oui. C'est la domination de l'économique sur le politique. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans mon esprit. Surtout sur le mode compassionnel, c'est-à-dire, verser telle subvention ou telle indemnité à telle pauvre catégorie de la population, etc. Ce qui encombre l'État, l'encombre de graisse et le paralyse. Voilà. Non, j'ai constaté, d'une part, que dans la société civile, dans la société française, il y avait un rejet très profond de ce que j'appelle l'État-puissance, c'est-à-dire de l'État avec ses lois, ses règlements, ses fonctionnaires, etc., etc. Mais qu'en même temps, dès qu'il y avait, je sais pas moi, comme je dis, le ruisseau d'à côté qui déborde ou un coup de chaleur, on va se tourner vers l'État et avec le cri que tout le monde connaît, mais que fait la police, mais que fait la police. Mais c'est pas nouveau parce que Tocqueville, dans son étude sur l'Ancien Régime, disait déjà qu'à l'époque, les gens rendaient responsable le gouvernement, enfin l'État, le roi, des intempéries, etc., etc. Donc c'est absolument pas nouveau. Mais il y a ce paradoxe, c'est qu'on rejette l'État, puissance, mais en même temps, on court vers un État protecteur avec évidemment toutes les conséquences que ça en a. C'est-à-dire que à force de demander la protection de l'État, on devient son esclave. C'est l'État nurserie. Oui. Et puis qui étouffe l'État-puissance, en fait. C'est pas l'État-puissance, parce que moi, je considère que l'État-puissance, c'est celui qui, quand même, se cantonne dans les grandes... C'est ça. L'État stratège, on peut dire. Oui, c'est les grandes actions régaliennes. Quand je vois l'État interdire l'interdiction de fumer, et encore, j'ai jamais été fumeur, donc je suis pas contre l'interdiction de fumer, mais quand je pense que Dominique de Villepin, lorsqu'il y a eu l'interdiction de fumer dans les espaces publics, a dit que c'était une grande victoire de la France, je cite Dominique Villepin, une grande victoire de la France, j'ai immédiatement sursauté parce que j'ai pensé à Napoléon et à Austerlitz. Austerlitz, c'était une grande victoire de la France. J'ai pensé à Poincaré et à Verdun. Verdun, c'était une grande victoire de la France. Mais enfin, l'interdiction de fumer dans l'espace public, une grande victoire de la France, alors là, je tombe des nues, si vous voulez. Alors, au début de ce texte, il y a une série très intéressante. Vous avez réuni le nombre de citations de nos intellectuels qui n'ont eu de cesse de déprécier l'État et au fond qui parlaient pour l'anarchie. C'est un peu ce que vous concluez. Il y a une vague anarchisante dans la pensée dominante, c'est pas ça ? Oui, parce que le libéralisme poussé à son extrême conduit à l'anarchie. C'est pour ça que quand je vois que dans l'histoire des idées politiques, on classe systématiquement l'anarchie à la suite du socialisme, etc., j'en suis pas sûr. Moi, je me demande s'il faudrait pas classer l'anarchie à la suite de l'étude sur le libéralisme. Mais enfin, ça, c'est une... Bon, on peut en discuter. Allô ? Oui, alors oui, Gérard Frémiot, je suis ici. Je vous entends. Vous reprenez des citations inouïes d'ailleurs qui ont éclos dans les années 70 ou 80. Oui. Alors Cohn-Bendit et autres, ça vous les passez au crible. Oui. Bernard-Henri Lévy, qui au fond jugent l'État illégitime et ses interventions presque toutes. Oui, mais pas seulement Cohn-Bendit ou Bernard-Henri Lévy ou autres. Moi, j'ai été frappé aussi par Alain Perfit avec son mal français. Quand on y réfléchit bien, le mal français qui a été loué comme étant un grand livre, etc., c'est une critique de l'État. Alors, ce qui est paradoxal, parce qu'Alain Perfit a été le collaborateur du général de Gaulle, ça a été même son confident, et qu'on le veuille ou non, l'idée du général de Gaulle, c'était quand même la restauration de l'État. Et on s'aperçoit que quelqu'un comme Alain Perfit, avec le mal français, critique au fond cet État. Il était pris lui aussi dans la vulgate des années 70 et 80. Voilà. Oui, absolument.
Écoutez, voilà un très joli livre dont il faut que nous Oui. reparlions. Il faudra que vous reveniez fin juin, Oui, comme il et vient de alors- paraître. et- J'avais et à cœur alors, de le signaler. il faut dire quand même que j'ai trouvé un éditeur avec beaucoup de difficultés, donc il faudrait quand même qu'on le remercie, c'est Muller Édition, et que donc si les auditeurs veulent se procurer ce petit livre, ben, ils peuvent s'adresser à Muller Édition, ou alors à leur libraire le plus proche qui le commandera, voilà. Très bien. Voilà. Dites-moi, ça m'a amusé de voir citer en exergue de cet ouvrage Ah oui. deux phrases Deux très phrases nettes, de Benoît XVI. très nettes de Absolument, Benoît XVI. Je peux les lire. absolument. Une encyclique je crois Caritas. il faut les citer parce que, Je les cite. d'une part, dans son encyclique Caritas in Veritate, il dit « La sagesse et la prudence nous suggèrent de ne proclamer trop hâtivement la fin de l'État. Lié à la solution de la crise actuelle, son rôle semble destiné à croître, tandis qu'il récupère nombre de ses compétences. » Et puis, une deuxième citation beaucoup plus récente, puisqu'elle est De d'octobre 2009. 2011, Benoît XVI recevait à l'époque les préfets italiens parce que il a reçu tous les préfets italiens en audience à l'occasion du 150e anniversaire de l'unité italienne, et voilà ce qu'il leur dit: la fonction publique est importante au point de revêtir un caractère presque sacré. Alors vous qui avez été ou qui êtes encore fonctionnaire, moi qui l'ai été, vous voyez, je me suis senti vraiment revêtu Oui. d'une. Ce ne sont pas des phrases en l'air, parce qu'il- presque sacrée. Il écrit cela d'abord en juin 2009, la première citation, et la seconde en octobre 2011, en effet. Voilà, oui, tout récent. Voilà. Très bien, mon cher Gérard Frémiot. Revenez donc Bon, au bah, mois écoutez, de je juin, on reviens vous reviendra voir sur quand la vous question de voulez. l'État. J'espère que vous me ferez venir et que je sois corps présent, comme on dit, et non pas au téléphone. En chair et en os. En chair et en os. Bien voilà. sûr. Voilà, à bientôt, cher Gérard. Et Allez, n'oubliez pas bonsoir. d'aller sur le site ciel-souveraineté.fr pour, Oui, écoutez, je vais essayer. pour concrétiser votre adhésion. Oui, comme absolument, tant d'auditeurs absolument. le font aussi. Oui, Paul-Marie, une question d'une À auditrice. bientôt, Gérard. Allez, au revoir. Comment faire pour soutenir Madame Le Pen? Vous nous parlez du ciel, mais l'essentiel, n'est-ce pas, Marine Le Pen, Paul-Marie? Mais évidemment, mais simplement, Marine Le Pen ne peut pas être candidate dans 577 circonscriptions. Notre auditeur ou notre auditrice doit le comprendre. Il lui faut donc un mouvement. Et elle a souhaité que ce mouvement dépassât le périmètre habituel du Front National et que ce soit un rassemblement. Qui dit rassemblement, et le nom est Rassemblement Bleu Marine, suppose qu'il y ait plusieurs composantes. La composante essentielle, tout le monde le sait, c'est le Front National. Mais il y aura aussi quelques candidats, genre Collard, Gilbert Collard, qui se présentent en personnalité extérieure, ou bien M. de Viteil de la Rochère, qui a été un collaborateur de Jean-Pierre Chevènement. Et puis, il y a les quelques 40 candidats du ciel qui font partie, qui sont une partie intégrante du Rassemblement Bleu Marine, qui permettent d'ailleurs de constituer ce rassemblement, parce que sinon, il ne faut pas faire un rassemblement avec uniquement le Front National. Et c'est ce qui permet de se présenter sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine, dont évidemment la maîtresse d'œuvre et le porte-parole et le porte-drapeau est Marine Le Pen. Voilà ce que l'on peut dire. Très bien, je crois Nous avons un bobino. Un je crois. bobino. Dimanche 24 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 24 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 24 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Ostreicher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bien. Vous écoutez le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau,
Et je crois, Pierre Lours, que vous avez quelque chose à dire. Écoutez, justement, en ce qui concerne les livres politiques, je voulais demander au directeur de Létropolis si il envisageait, par exemple, de faire des rééditions de livres introuvables concernant la politique. Oui. Je pense, par exemple, à La République des camarades de Jouvenel, qui a été publié avant 14, qui a été d'ailleurs republié en 40 avec une préface de Paul Morand, et qui est une très belle description du système. Est-ce que vous envisagez de rééditer comme ça des livres introuvables ? Oui, effectivement, c'est un des avantages de l'édition numérique. D'abord parce qu'elle répond aux nécessités de trouver, d'avoir sous la main, sous l'œil, des textes qu'on ne peut pas avoir ou alors qu'on doit aller emprunter dans des bibliothèques ou autres. Non seulement les avoir sous la main, mais les avoir à disposition de l'autre côté de la planète si on le souhaite. Ça, c'est un élément fondamental. En numérique, le texte devient pérenne. C'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit. Tout le monde croit que le papier va durer une éternité. Et finalement, non. Finalement, non. Quand les grandes bibliothèques brûlent, que ce soit celle d'Alexandrie ou celle semi-récente d'un pays récemment libéré, paraît-il, eh bien, personne ne vient poser l'élément fondamental. Si ce texte avait été numérisé et porté par une édition sérieuse, il serait encore à la portée de chacun. Alors, pour le Jouvenel, oui, voilà encore un autre exemple, mais il y en a des milliers. Alors, nous savons bien que Google s'est lancé et d'autres entreprises se lancent dans cela avec des moyens absolument énormes. Mais je vais vous faire une petite confidence. À Létropolis, plutôt que les millions de dollars, nous préférons les milliards de neurones. Alors, vous allez vite comprendre que nous essayons de porter à la connaissance et à une connaissance augmentée des textes qui nous paraissent importants. Donc nous préférons ne pas inonder le monde de certaines choses qui ont une valeur relative. Rang, oui. Voilà. Qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ont une valeur relative. Nous savons que nous sommes une petite entreprise qui se développe grâce à chaque émission qui veut bien nous accueillir et que nous remercions ce soir, cette émission et la radio en même temps. Nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous allons le faire avec les auteurs et les lecteurs réunis. Voilà. Et alors pour les lecteurs, comment on fait pour voilà. Il faut s'abonner, j'imagine. J'ai un auditeur, une question d'un auditeur pour vous, Pierre Cagini. J'aimerais télécharger Une guerre au couteau de Jean-Pierre Angelelli sur Létropolis. Comment dois-je procéder ? Alors, c'est très simple. On procède comme sur tout site marchand. J'insiste bien, Létropolis présente à télécharger ces textes à des prix battant toute concurrence. Par exemple, Jean-Paul Angelelli sera téléchargeable au prix de 4,85 € pour un texte. D'une façon générale, je vais rebondir, pour employer un mot à la mode, sur ce que disait tout à l'heure Pierre Lours, nous refusons toute publicité sur notre site parce que nous pensons que chacun doit avoir une juste rétribution, y compris celle de ne pas avoir ses neurones parasités par une publicité envahissante. Nous ne travaillons pas gratis pro deo, ce n'est pas possible. D'abord, ça ne correspond pas à notre esprit. Nous souhaitons que tous nos textes soient entre 1/3 et 50% d'un équivalent papier, de façon à ce que le lecteur ne soit pas pénalisé et que l'auteur non plus, qui reçoit son droit d'auteur, majoré en proportion, ne soit pas pénalisé. Donc la question de cet auditeur est très simple. Il s'inscrit sur le site, comme sur tout site marchand. Il choisit un pseudonyme et un code d'accès. À partir de là, il se déplace avec sa souris, avec sa petite souris, qu'un certain président appelait Mulot dans le temps. Il va se positionner sur le texte en question et il cliquera sur le petit chariot qui se trouve sur la fenêtre et à partir de là, il suit ce qui est mais c'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit. Certains de nos s'abonner, textes sont gratuits. Oui. Certains. Et je vous expliquerai après pourquoi, si vous le souhaitez, dans quelles conditions. Mais celui de Jean-Paul Angelelli, qui est un remarquable texte, sur l'expérience de faisant fonction d'officier de renseignement d'un appelé Pied Noir en 60-62. Et il ne se cache pas derrière son petit doigt. Il parle de choses qui font frémir les bonnes consciences, mais les bonnes consciences n'étaient pas là au moment où il fallait se décider. Ou elles étaient ailleurs, c'est encore pire. Je vois. Voilà, nous pouvons tous voir. Et vous avez aussi des textes qui ne soient pas forcément du XXe siècle, Absolument. du XIXe.
Vous remontez jusqu'à quel... Alors, nous pourrions remonter époque. très loin. La difficulté serait à ce moment-là que en français, par contre, il est très difficile de lire des textes s'ils ne sont pas retraduits en français d'origine, en français actuel, par rapport au français d'origine. Montaigne est pratiquement illisible, enfin j'exagère un petit peu, mais enfin très difficilement lisible. Ne parlons pas de la chanson de Roland, bien sûr. Montaigne, ça va encore, mais c'est la frontière. Oui. Voilà, c'est la frontière. C'est la frontière. En gros, c'est la frontière. Alors que, à l'inverse de l'espagnol, nous pouvons très facilement lire le Don Quichotte en espagnol dans le texte d'origine. C'est une des spécificités de notre langue. Voilà. Donc, nous remonterons dans la lisibilité. Mais pour vous donner un exemple, nous avons publié de Marc Gautron, d'ailleurs, une personne qui, par l'intermédiaire de Radio Courtoisie, d'ailleurs, nous sommes connus. Il faut savoir qu'il y a une fonction de Radio Courtoisie. Énorme. Mais absolument. Et voilà. Et il y a des gens de qualité littéraire importante. Et Marc Gautron a écrit une remarquable apologie de Socrate, qui est une adaptation qui permet d'avoir un texte parfaitement lisible, et non pas un texte de professeur d'université attaché à des petites notions que le grand public a du mal à saisir. Voilà, nous remontons donc très loin. Vous allez... Je vous en prie, Marie. Non, j'allais demander à Pierre Jenny si vous aviez des textes, je pensais, vous savez, à ces journaux de soldats que l'on trouve parfois, des mémoires d'un soldat. Est-ce que... J'ai. Vous avez... Alors, j'ai un texte qui est très court. Une des particularités de l'édition numérique, c'est que nous pouvons éditer de la lettre à la saga. Ça ne nous pose pas de problème. Contrairement à un éditeur papier dont certains disent, la première question quand on leur présente un texte, c'est combien de pages ? Et c'est ou trop peu ou pas assez. Nous sommes axés sur le sens du texte, quelle que soit sa taille. Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai une lettre qui est la dernière lettre d'un soldat. La famille a souhaité qu'il restait anonyme, mais c'est sa dernière lettre, véritablement, et avant l'assaut, et il écrit à sa femme, quand tu recevras cette lettre, je ne serai plus là. Et en quelques pages, mais vraiment quelques pages, c'est une lettre, donne une bonne éducation aux filles, occupe-toi des... C'est toute une société qui revit en 3 pages. C'est une merveille. Vous allez sauver bien des textes de l'oubli. J'espère. Et des textes non seulement courts, mais d'autres substantiels, et même des auteurs. Absolument. Je pense à Renaud Camus. Je reviens au grand ami de Marie-Joséphine Renaud Camus. Il sera bienvenu. Oui, parce que vous savez ce qui lui arrive. Oui. Alors, il paraît que c'est indépendant de sa déclaration de soutien, entendu. bien entendu, à Marine Le Pen, qu'il a faite d'ailleurs au Congrès du Ciel le 24 mars dernier. Et il a reçu au mois d'avril une lettre de son éditeur, Fayard, mettant fin, alors qu'il était mensualisé d'ailleurs, mettant fin, et substantiellement, mettant fin à leur collaboration. Il a été délocalisé. Il a été délocalisé, comme vous dites. Eh bien, il sera relocalisé à l'Étropolis, si et vous voilà. le souhaitez. Alors, vous sauvez des auteurs qui seraient perdus sinon. Absolument. C'est magnifique. Hein. Nous souhaitons, d'ailleurs, nous avons distribué notre champ littéraire en 7 lieux, comme le petit poussé, si vous voulez, parce que nous sommes peut-être un petit poussé de l'édition, mais on va grandir. On a de bonnes bottes, pas encore assez grandes, mais de bonnes bottes. Et il y a un de ces lieux est le Bois des Essais, les essais pour nous, non pas au sens strict, mais ça va dans différents domaines. Par exemple, nous avons publié l'Histoire de France de Jacques Bainville, qui est en téléchargement gratuit chez nous. Merveilleux. Ça, c'est une œuvre de salut public. Absolument. Je l'ai compris et fait pour elle cela. a été rééditée tout de même. Elle est magnifique. Oui. Mais elle est magnifique. Et je pourrais, bien sûr, ici c'est une radio, je ne peux pas vous montrer en démonstration visuelle, mais nous pouvons organiser, nous montrons aux gens comment utiliser les liens aller et retour pour avoir une lecture intelligente d'un livre historique ou autre. Moi, j'ai eu l'avantage de voir la démonstration. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Mais dites-moi, Pierre Lours et Paul-Marie et Manola qui vient d'arriver dans le studio, si je vous dis 9 mai 2012... C'est le bicentenaire de quel grand moment? Doit-on tricher? Nous l'avons dit tout à l'heure. Alors, oui, voilà. Saint-Cloud, voilà. Et donc, nous saluons l'entrée dans le studio de Jean-Claude Dammam,
historien bien connu. Et quand j'ai vu que vraiment le 9 mai 2012 célébrait un bicentenaire que peut-être on a oublié, enfin, Sûrement, j'ai pensé à vous tout de suite. Et merci d'être venu. Non, Est-ce que merci vous pouvez de nous m'avoir en, invité. vous pouvez nous en dire plus? Déjà, c'est une idée de génie de m'avoir invité. Non pas pour moi, mais pour l'événement que nous commémorons, parce que c'est étonnant que cette émission du mercredi 9 mai 2012 corresponde jour pour jour au départ d'un grand homme, Napoléon Ier. Il n'y en a qu'un pour moi, de toute façon, au départ du château de Saint-Cloud, direction la Russie via la Saxe, etc. Donc le bicentenaire de la Grande Armée commence finalement aujourd'hui. Exactement. La résurrection de la Grande Armée, tout au moins de cette affaire, commence aujourd'hui. Alors, comme on parle de Napoléon, et je suis toujours très, très heureux que vous me donniez l'occasion de le faire, je voudrais citer une phrase du grand Victor Hugo, parce que je suis comme on dit chez les musicologues, un fan de Victor Hugo. Et c'est une citation qui est extraite d'un discours qu'il a fait à la Chambre des Pairs le 14 juin 1847, dans une intervention qui avait pour but de faciliter ou de permettre le retour en France de Jérôme, le frère cadet de Napoléon, qui était banni ou interdit de séjour selon la phraséologie moderne. Donc Victor Hugo, qui était un grand admirateur de Napoléon, a commencé dans son discours, et il a dit ceci, et je vais le citer parce que je trouve que c'est très beau. Il a dit « Quant à moi, en voyant les consciences qui se dégradent », c'était très moderne d'ailleurs, en voyant les consciences qui se dégradent, l'argent qui règne, la corruption qui s'étend, les positions les plus hautes envahies par les passions les plus basses, en voyant les misères du temps présent, je songe aux grandes choses du passé et je suis par moments tenté de dire à la Chambre, à la presse, à la France entière, « Tenez, parlons un peu de l'empereur, cela nous fera du bien ». Et je trouve que c'est une très belle phrase, et en ce qui me concerne, parler de Napoléon, ça me fait toujours du bien. Voilà, donc 9 mai 1812, départ de Saint-Cloud. Alors, quand on parle d'un événement historique de cette nature, on dit oui, bon, très bien, il part de Saint-Cloud, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Alors, je l'ai mis de côté quelques informations sur le départ de Napoléon de Saint-Cloud, parce qu'en fait, quand il part, c'est une manière de grand cirque, une espèce de grand Médrano, de grand Bouglione. Enfin bon, c'est pas péjoratif, c'est simplement pour donner l'échelle. Et tout ça, tous les voyages, tous les services étaient sous la houlette, la direction de son grand écuyer, qui était le Caulaincourt, donc duc de Vicence. Et j'ai retenu un certain nombre de petites choses que je vais indiquer. Donc pour ce qu'ils appellent le service d'expédition, je ne sais pas très bien, voiture légère de l'empereur et sa suite, 26 voitures et 160 chevaux. Bon, ça reste encore très raisonnable. Le gros des bagages, 24 voitures, dont la berline de l'empereur, 2 berlines de suite, une calèche de rechange, 2 voitures pour les secrétaires, les cartes et les papiers, une voiture de garde-robe, 2 pourvoyeuses, 8 fourgons de bouche pour le pain, l'office, la cave, les provisions de bouche, oui, pas celui auquel on pense, et le tout tiré par 240 chevaux. Les équipages de selle, 52 voitures et 600 chevaux et mulets. Et pour le camp impérial, la tente de l'empereur, qui comprend 2 salons, un cabinet de travail et une chambre, portée sur un seul fourgon, celle du grand officier, des aides de camp, des officiers d'ordonnance, des officiers de service, maréchaux des logis, fourriers, secrétaires, la suite, etc. Plus la tente du major général de la Grande Armée, Berthier, qui est réglementairement installée à 50 toises, c'est-à-dire à 150 toises, c'est-à-dire 300 mètres de la tente de Napoléon. Donc, ce qui fait en tout, et sous la responsabilité du Saule Caulaincourt, plus d'1 millier de chevaux, de selle et de traits. Donc ça nous paraît un peu dérisoire aujourd'hui, mais il faut imaginer le travail que ça représentait à l'époque, parce qu'il fallait tout prévoir, les roues de secours, les maréchaux ferrants, etc. Donc un petit aperçu sur le départ de Saint-Cloud, je pense que c'était utile. Mais c'est pas toute la grande armée, non. Aussi, c'est ça, c'est le point de départ. Oui, ça c'est juste le point de départ du château de Saint-Cloud, 9 mai 1812. Une armée qui ne va pas cesser de s'étendre en chemin, c'est ça. C'est-à-dire que il y avait des troupes, bien entendu,
qui étaient en France sont les, entre guillemets, pas vraiment les plus favorisées, parce que celles qui étaient du côté de Danzig étaient quand même plus proches du point de destination. Mais schématiquement, pour celles qui sont en France, on va dire qu'il y avait à peu près 2800 km à faire, à pied, à cheval ou en voiture, de préférence à pied d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait ceux qui crapahutaient et qui ferraillaient en Espagne et au sud du Portugal. C'est le cas, par exemple, du célébrissime, que tous les gens, les aficionados de l'Empire connaissent, c'est le sergent Bourgogne, qui ferraillait contre l'ennemi héréditaire anglais, et qui, lui, a rajouté 1500 km Il venait du Portugal. Il venait du sud du Portugal. Donc, pour les moins gâtés, on va dire que ça faisait 4500 km. Une trotte. La traversée de l'Europe. Ah oui, complet. Et oui. sur ce départ de Saint-Cloud, j'imagine que les chroniques sont nombreuses. Est-ce que vous avez des témoignages amusants ? Non, les chroniques. En fait, alors je précise simplement que quand même Napoléon, pour schématiser, d'abord il est parti. Il n'est pas parti en guerre. Il est parti avec l'idée non pas de faire la guerre à la Russie, mais avec l'idée d'obliger le tsar par cette espèce de manœuvre, méga manœuvre, de signer un traité avec lui permettant de renouer les liens qui s'étaient considérablement relâchés depuis le traité de Tilsit par lequel Alexandre le Fourbe s'était engagé à fermer les ports russes aux Anglais. Ce qui était une très bonne initiative selon moi. N'est-ce pas ? Bon, donc quand Napoléon quitte Saint-Cloud, c'est la bonne humeur qui règne. Et d'ailleurs, il ne part pas en soldat, il part en bourgeois. C'est-à-dire qu'il est vêtu d'une comment dirais-je, d'une tenue, non pas la tenue traditionnelle de colonel des chasseurs à cheval de la garde, mais il est habillé en bourgeois avec un frac, des bas et des escarpins. Bon, c'est un peu bizarre pour les escarpins. Donc, juste une question de temps, parce que pour nous, aujourd'hui, nous sommes totalement déformés pour les notions de voyage, les notions de temps. On fait un aller-retour au Saint-Pétersbourg dans la journée, c'est pas un exploit. Il est quand même... Là, il a roulé très vite, si j'ose dire. Enfin, lui, pas le piou-piou de base. Il est parti, j'ai dit, le 9 mai. Et le 16, il était déjà arrivé à Dresde. Alors aujourd'hui, on se dit Dresde, c'était extraordinaire parce qu'il faut voir ce qu'étaient les routes à l'époque. Donc au départ de Saint-Cloud, c'est la bonne humeur qui règne. D'ailleurs, il a l'impératrice Marie-Louise avec lui, qui va aller voir ses parents à Dresde. Elle a ses dames d'honneur, dont la duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes. Et tout ce monde-là part dans la bonne humeur parce qu'on ne part pas faire la guerre. D'abord, on n'annonce pas qu'on part faire la guerre. On dit simplement, le prétexte avoué était une inspection des villes fortes, style Danzig, etc., de toutes les places fortes qui étaient sous la houlette de la France. Il faut tant de monde pour inspecter les places fortes de l'Est. Au départ de Paris, c'est pas un fleuve. Oui, c'est pas un fleuve. Oui. Il y a un grand équipage, comme vous dites. C'est un ruisseau. Après, c'est l'équipage. Le départ, oui. Voilà, c'est bon. Il y a pas Air Sarco One. Il y a rien. Donc c'est les berlines. Donc c'est un effectif relativement réduit. Il y a le piquet de garde, de chasseurs à cheval de la garde, etc. Enfin bon, ça représente quand même un certain nombre de gens, mais toute la masse des troupes va arriver de tous les coins de France, de tous les coins du Portugal et d'Espagne, où les gens sont en train de se battre, d'Allemagne, de Belgique, de Pologne, etc. Donc tout ça va... Jusqu'à former une armée de combien de personnes ? Les chiffres varient, mais enfin bon... au point de franchissement du Niémen, le 24 juin, à ce point précis, parce que c'est à peu près 200 000 personnes, enfin 200 000 hommes, et pour un effectif total d'environ 400 000. Mais on n'est pas à 10 000 près, on n'est pas certain. Donc, alors je peux vous donner le trajet de Napoléon, parce que c'est quand même intéressant de suivre sur la carte. Il est passé par Verdun, Metz, Saint-Avold. Saint-Didier, non ? Il est chez vous, du côté de votre... C'est un petit peu... Regardez une carte, ma chère. Vous allez venir me voir, ça vous donnera un peu de géographie. C'est légèrement au sud, ma chère. Donc Saint-Avold, Saarbrück, Mayence, Francfort, Bayreuth, et le 16 mai, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dresde. Voilà, donc...
C'est une relative performance. Hein, Oui, finalement en 2 mois. Oui. Non, pour lui, 9 mai, 16 mai, oui. ça fait 7 jours. Oui, pour lui, mais le gros de la troupe. Ah, le gros de la troupe, oui, ça dépend des endroits où ils arrivaient. Hein, on traverse la Vistule vers quelle période à peu près les troupes, les 200 000 hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, sont devant les ponts du Niémen le 24 juin au matin. C'est ça. Donc, mais ça fait même pas 2 mois. Même pas 2 mois, non. Et les choses se compliquent ensuite pendant l'automne. Les choses, oui, se compliquent à partir du moment où on va franchir le Niémen. Alors, tous ces hommes, en fait, Marie-Joséphine m'avait demandé si j'avais des témoignages sur les trajets. Alors, il y a des états d'âme, on va dire. Il y a des états d'âme, par exemple, les soldats, j'en ai pas beaucoup, hein, mais par exemple, un certain nombre d'officiers qui ont la chance de servir en Italie. Alors, l'Italie, à l'époque, pour les soldats et les officiers français, c'était Capoue, en fait. Hein, les filles faciles, etc. Un officier d'artillerie s'appelle Griot. On sent vraiment, il quitte l'Italie le cœur brisé. Vraiment. Alors lui, il était, je ne sais plus à quel endroit. Il était à Vérone. Donc, lui aussi, c'est pareil. Il fait comme votre ami Stendhal. Bien sûr. Donc lui aussi entreprend un trajet incroyable. Il y en a un autre qui s'appelle... Alors lui, il a des états d'âme également, mais non pas, on va dire, sentimentaux, pour être resté dans le flou. Il a des états d'âme parce qu'il se plaît beaucoup en Italie. Pour lui, c'est le plus beau pays de la Terre. Et puis, il n'est pas très chaud, si j'ose dire, pour aller mourir, comme il dit, sous le ciel barbare, sous le ciel de la Russie barbare, ou le ciel barbare de la Russie. Donc... il a une jolie pensée parce que il dit ceci. Il faudrait que je le retrouve, que je dise pas de bêtises. C'est pour ça que j'avais oublié mes feuilles tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc il s'offre, avant de partir pour la Russie, il s'offre un petit week-end, comme on dirait aujourd'hui, à Venise, en compagnie des gens et d'amis à eux, et en contemplant sa première étape va être Peschiera. Je ne parle pas l'italien, donc ça sera certainement mal prononcé. Mais en contemplant ce qu'il appelle cette jolie ville construite en amphithéâtre, les plantations d'orangers, etc., il a un petit pincement à l'épigastre. Et il dit ceci... je quittais le plus beau pays du monde pour aller mourir sous le ciel sauvage et glacé de la sauvage Russie. Et puis, pour ajouter en plus à ce sentiment de tristesse, quand les gens, les Italiens, le voient passer, alors je ne vais pas dire la phrase en italien parce que je serais ridicule, mais la traduction, puisque lui parle l'italien, depuis le temps qu'il y est, il me dit « Quel péché d'envoyer à la boucherie une si belle jeunesse ». Bon, c'est pas très encourageant pour partir à la guerre. C'est pas gentil pour l'empereur. Non, pour les Russes. Et les pauvres Russes, ils se défendent, qu'est-ce que vous voulez? Bah oui, ils avaient qu'à respecter les traités. Et à Saint-Cloud, parce que Combes, il s'appelle Combes, mon héros. Ils ont sauvé la France. Hein. Et Combes se reprend tout de suite parce que ça ne sied pas à un officier de la Grande Armée d'avoir des états d'âme. Alors il dit ceci, mais rien ne s'oublie aussi aisément que les fatigues et les dangers du champ de bataille quand on jouit d'une santé robuste et que chaque jour vous amène une nouvelle situation et de nouvelles émotions. Là, il n'y a point de projet à formuler pour le lendemain. Il faut vivre au jour le jour, prendre le temps comme il vient, profiter du bon 100 fois mieux que le commun des mortels et supporter la mauvaise fortune avec une gaieté philosophique. Et puis il termine par une pensée que personne ne discute à l'époque. Et l'empereur, c'était notre Dieu. Donc voilà. Et quel temps faisait-il à Saint-Cloud le 9 mai 1812 ? Je n'ai pas consulté la mais non, mais c'est vrai, je crois que... Je n'ai pas consulté la météo. Je suis très attachée à la météo, et quand on écrit des textes de biographie historique, il est toujours bon de se référer à la météo, ça donne un départ. D'après ce que d'après l'interprétation que j'ai pu avoir des différents témoignages, il avait l'air de faire un temps raisonnablement beau. De mai, oui. Voilà. Et quand on arrive, quand je dis on, quand nous arrivons, pluriel de politesse, sur les rives du Niémen, il fait très très beau. Voilà. Donc, mais il serait peut-être bon de finalement faire presque pour célébrer ce bicentenaire, faire une sorte de chronique
Pourquoi pas? C'est très drôle. Mois par mois. Bah, c'est une fameuse tripotée que prend la France. Oui, J'aime c'est autant vrai. qu'on ne s'étende pas trop. Non, c'est ce que je attendez, veux dire. il faut s'entendre sur le terme de tripoter. Hein. Oui. Oh, Pour écoutez, moi, tripoter, c'est être vaincu par un ennemi. Excusez-moi, mais le Ah retour ben, je n'a vous rien de excuse pas. glorieux. Oui, non, je suis désolé, je vous excuse pas, Vous savez, parce que c'est pas l'armée russe qui nous a battus, c'est le froid. Oui, c'est ça. Oui, Le c'est- général Ah bah, hiver. non, bah, là, vous êtes, si vous n'êtes pas d'accord avec Mais ça, parce vous êtes que de mauvaise foi, monsieur C'est Couteau. en raison. D'abord, je suis russe, donc Ah ben ça m'est égal. j'ai quelques raisons Ça me frappe à terre. de prendre la défense de ce pauvre peuple que ce misérable Je parle pas du Napoléon peuple, moi je parle a d'Alexandre. agressé alors qu'il n'y avait rien fait. Et pas d'accord. qu'il a renvoyé dans ses cordes avec ses rêves européens, parce qu'au fond c'est un Européen, votre Napoléon. Bah, c'est pas un défaut quand même à puis l'époque. finalement ça a été tout de même assez coûteux cette affaire, à tous égards, ne serait-ce que ça lui a fait perdre son... Oui, mais trône, vous le ne fameux tenez Napoléon. pas compte, monsieur le russe, vous ne tenez pas compte du fait que quand on signe un traité avec quelqu'un, c'est comme quand on signe un contrat avec un éditeur ou autre. Il y a Ou avec un notaire. Ça, c'est pire. Votre comparaison, Avec un votre comparaison est Oui, non, mais incertaine. c'est hardi, je le confesse, c'est Avec hardi. Fayard, vous voulez dire. Avec Fayard. Non, j'aurais pu dire Perrin ou Plomb, hein, c'est pareil, je parle de ceux que je connais. Non, c'est que quand on signe un contrat, alors en l'occurrence un traité, la moindre des choses, c'est de le respecter. Alors bon, moi je veux bien que Alexandre le Russe, vous avez peut-être de la sympathie pour lui, je ne sais pas, mais peu importe. J'aime beaucoup Les Alexandre. faits, moi Vous c'est savez, pas mon cas, mais Mon bon. livre de chevet, c'est Guerre et paix de Tolstoï. Alors Alexandre est tellement grandi. Ah bah oui, mais bon, c'est pas plus honnête que le reste. Hein. Ah, Bah non. j'aime Alexandre. J'imagine que tous ces soldats étaient très stressés. Ça, c'est la transition avec les gros sabots. Hein. Pour aller vers Parlons Manala. de sabots, il n'avait plus que les pieds nus pour Il n'y traverser avait que les pieds la nus. Vistule dans Oui. le sens C'est vrai, inverse. oui. les Et pauvres. Jean-Claude Ils Damas n'ont même est pas de sabots, absolument ni gros ni unique dans, petits. dans l'évocation de ces pauvres soldats qui... Ah oui, non mais là on parlait du départ. Oui, hein, on parle du départ, noces. alors, oui, Là, oui, là, oui, vous oui. vous projetez C'était plus déjà. glorieux que le retour, on le sait bien. C'est pour ça, non mais je... Non mais moi je ne cache pas le retour. Hein. Moi je suis content parce Soirée de que... cache. On a retenu que ça, le retour. Alors mieux vaut parler Ah de... non, mais bah c'est oui, mieux de mais- parler du départ, parce c'est que plus vous- original. Non mais parce que vous êtes de mauvaise foi, vous êtes comme tous les gens en France dès qu'il s'agit de Napoléon, on parle de la On campagne tient de plus Russie. la Bérésina que le Ah Saint-Cloud. bah oui, moi, oui, mais moi, je parle de Saint-Cloud. la Bérésina est une victoire. Ah oui, c'est ça. Ah bah, Elle non, est- attendez, elle doit non, rester non, comme ça. non, 2 minutes. Non, mais attendez, je sais que vous êtes un orateur, D'ailleurs, etc. Mais Nicolas ne me coupez Sarkozy, pas la parole. Sarkozy, au fond, a remporté une fameuse Bérésina il y a 3 jours. C'est ce Oui, que je veux mais dire. ça, je m'en fous. Ah bon. Mais ce que je veux dire, c'est, je vais dire comme Monsieur Marchais, coupez-moi pas la parole. Bien, bien, Écoutez-moi. sire. Allez, on y va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'il s'agit de Napoléon et de la campagne de Russie, on ne retient effectivement, et je vous le concède, que le passage de la Bérésina qui est passé dans l'imagerie populaire comme le signe d'une catastrophe. En fait, si vous lisez les aides de camp d'Alexandre, et vous ne pouvez pas les supposer, comment dirais-je, l'esprit favorable à Napoléon, ce sont des gens honnêtes, peut-être contrairement à vous et à moi, ce sont des gens honnêtes qui reconnaissent que la Bérésina, quand Napoléon s'est trouvé face à cette rivière dont il attendait qu'elle fût gelée et qu'il ne charriait que des glaçons, eh bien, tous reconnaissent qu'il a très très bien manœuvré pour permettre, pour tromper Kutuzov et permettre à son armée de franchir sur ces ponts, bon, qui étaient ce qu'ils étaient. Mais donc c'est Et une puis après victoire. quoi, il est rentré d'Ardard à Paris en laissant tout le monde en plan. Mais Non, mais pour- reste- oui, mais pourquoi Bah, parce qu'il avait des choses à faire à Paris. Oui, Apparemment. mais apparemment, parce que Malais Eh avait oui. fait... Bah oui, ça vous fait rire, maman. Non, ça me fait pas rire. Non, mais moi, ce qui veut me enfin, faire- les Français en avaient soupé et le Malais en question, Non, il mais- était le porte-parole d'un certain Ça peuple qui lui en montre avait marre de plutôt le ces départ. histoires. Non, il Cela était- étant, j'ai non, non, beaucoup il de était- sympathie pour l'empereur. Il était porte-parole Je de suis comme rien, le général Malais, de Gaulle, hein. votre grand ami, le général de Gaulle. Je trouve qu'il a redonné le sens de grandeur à la France, c'est pas trop mal. Mais moi, Enfin, ça a mal De tourné. Gaulle quoi. n'est pas mon ami. hein, Oui, c'est ah, pas- bah, je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Mais alors, je crois que justement, le stress montant dans le studio, nous allons nous tourner vers Manola, qui va nous donner Bonsoir. des solutions. Je Bonsoir. peux même rajouter un petit anti-stress. L'Étropolis vient d'éditer L'Empire en vacances de Claude Ferrieux, qui est un remarquable petit livre sur le passage à l'île d'Elbe et avec les amours d'un jeune soldat et d'une lingère polonaise qui vient pour préparer
après, mais alors là je n'en dis pas plus, l'historien devine l'arrivée d'une certaine dame. Voilà, c'est un charmant petit passage qui réconciliera tout le monde. C'est gentil, merci. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la nuit de Paul-Marie Coutot, et que nous allons nous tourner maintenant, n'est-ce pas Paul-Marie, vers Manola Souvanlazi, qui est très attendu de nos éditeurs et qui aujourd'hui, 9 mai, va nous évoquer le stress. Je vais vous évoquer le stress. Selon la médecine chinoise, le stress est d'abord un déséquilibre énergétique des émotions et de l'énergie des organes internes. Les conditions ne sont pas très belles pour nous dans le futur après les élections. Je crois que nous serons confrontés à une situation difficile, économique difficile dans le contexte mondial actuel, avec montée des chômages, etc., difficultés de vie. Et les stress, c'est vraiment une maladie des temps modernes. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots, parce qu'il me reste plus tellement de temps. Alors, vous avez un quart d'heure. On fait pas de Néoto ce soir. Non, Néoto la semaine prochaine. D'accord. Moi, j'en ai toujours. D'accord, je vais vous expliquer calmement. Je vais parler un peu plus doucement que d'habitude, sans stress, pour parler quelle est la place de la médecine chinoise, énergétique chinoise, dans la gestion du stress. Alors le stress, c'est avant tout une surexcitation des émotions qui déséquilibre le fonctionnement d'abord du foie. Le foie, il a pour rôle de drainer toute forme d'énergie, le sang, les émotions, et les émotions sont considérées comme une forme d'énergie très raffinée. Et quand les émotions sont bloquées, le foie ne draine pas ni le sang ni l'énergie, et ça retentit sur le fonctionnement des autres organes, en particulier ce que nous appelons, nous, en médecine chinoise, la rate. Et la rate correspond au système digestif. Le système digestif a une fonction de transformation des aliments en essence nutritive, en énergie et en sang. L'estomac, lui, il digère et évacue les déchets, et l'intestin, le gros intestin, évacue également les déchets. Je voudrais aussi souligner une importance capitale sur le mode de vie, sur le stress. Nous avons une alimentation très grasse, très alcoolisée. Nous ne mangeons pas à l'heure, nous ne couchons pas à l'heure. Nous avons des horaires de travail vraiment désorganisés. Les horaires, vous savez, les 3-8 là, qui désorganisent beaucoup l'énergie interne, et ça, c'est une source d'accumulation de toxines très importante que le foie ne peut pas, disons, purifier. Et en France, je crois qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs d'anxiolytiques, mais c'est principalement parce qu'ils sont mieux remboursés qu'ailleurs. Je ne sais pas, mais en tout cas, en France, nous sommes les premiers consommateurs en Europe. Vous savez, pardon, je vous interromps, mais en Espagne, les personnes de plus de 60 ans ont la médecine gratuite. La pharmacie est gratuite. Et on a remarqué que c'était les femmes de plus de 60 ans qui achetaient le plus grand nombre de préservatifs. Ah bon? Oui, parce bien entendu, elles le distribuaient à leurs petits-enfants ou enfants. Voilà pourquoi. Donc, il faut faire attention aux statistiques. Les psychotropes sont plus répandus en France parce qu'ils sont, j'allais dire, peut-être à mauvais escient remboursés mieux qu'ailleurs. C'est tout. Je ne sais pas, Paul-Marie. Je pense qu'en France, on a une médecine très bien remboursée, mais de moins en moins bien remboursée maintenant. Mais je pense surtout, c'est que le grand public, les patients ne sont pas sensibilisés sur leurs propres responsabilités. Surtout. Oui, je crois que pour faire une bonne médecine, il faut déjà faire une bonne prévention et surtout une bonne éducation. Et la place de la médecine chinoise est là-dedans, dans la prévention et dans l'éducation des patients sur la conscience d'eux-mêmes, la conscience de leur propre santé pour se responsabiliser. Vous voyez, et les maladies de stress, elles peuvent avoir un éventail symptomatique très 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 varié. Ça peut partir de la douleur épigastrique, j'entendais tout à l'heure, les troubles de la digestion, le ballonnement, l'alternance de diarrhée et constipation, le sommeil. Les gens stressés dorment très peu, ou bien dorment beaucoup, mais ce n'est pas un sommeil réparateur. Ils ont des douleurs articulaires diffuses, des douleurs musculaires, une baisse de l'immunité, ils attrapent tout ce qui passe, etc. Tout cet éventail-là, ce sont des maladies liées au stress. Des maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie, comme la maladie, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, le syndrome prémenstruel, les migraines. Tout ça, c'est l'expression du stress.
le plus important en médecine chinoise pour nous, c'est de partir des symptômes qui sont les branches de la maladie pour faire le diagnostic des déséquilibres des organes internes qui est à la racine de la maladie. Quel que soit le profil de la maladie dite occidentale, on peut soigner tout en médecine chinoise grâce à un diagnostic différentiel très important au niveau des organes internes. Et c'est pour ça que la partie de la responsabilité du patient envers lui-même, envers sa maladie, envers son pouvoir de guérison est très très important. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps pour leur expliquer pourquoi ils sont tombés malades et comment ils peuvent guérir. Et c'est comme ça qu'on pourrait, à la limite, si la politique de la santé de la France permet cette ouverture, moins consommer de médicaments, meilleure prise en charge, meilleure éducation, meilleure prévention. Et pour en revenir à une chose, les maladies de stress, ce n'est pas simplement une maladie de la civilisation occidentale. C'est surtout aussi un terrain inflammatoire qui prédispose à des maladies beaucoup plus graves, comme le cancer. Je crois que vous êtes très intéressé sur ce sujet, comme les maladies inflammatoires. Et l'inflammation chronique des organes internes, des tissus et des cellules fait le lit de toutes les maladies graves, comme par exemple les maladies auto-immunes. J'en vois de plus en plus arriver au cabinet, vraiment à un stade où c'est une maladie, en fin de compte, ce sont des maladies fonctionnelles qui peuvent devenir des maladies lésionnelles. Un déséquilibre énergétique du terrain du patient peut amener à des maladies beaucoup plus graves comme, je dirais, la polyarthrite rhumatoïde, comme la sclérose en plaques, comme la myasthénie. C'est des maladies qu'on ne voyait pas il y a 20 ans et qui ont ressurgi et qui se sont amplifiés avec le mode de vie que nous menons ici. C'est le processus connu sous le nom de somatisation, c'est-à-dire qu'on traduit en maladie un mal-être. Voilà, on traduit en maladie un mal-être. Par exemple, quelqu'un qui ne digère pas se fait des boutons. Ou alors une personne personne en colère se fait des boutons. Oui, des boutons, le feu émotionnel qui émerge à la peau. Oui. Nous, en médecine chinoise, nous ne soignons pas la surface qui est la peau, nous soignons le feu émotionnel qui est la racine de cette maladie. Comme les souverainistes en politique, nous allons à la racine du mal. Allons à la racine du mal, exactement. Mais malheureusement, la politique ici n'est pas sensible au concept de la médecine chinoise. Aller à la racine du mal, c'est parce que ça demande une recherche sur soi, une prise de conscience sur soi. C'est ça qui est difficile comme travail. Et ici, nous avons une médecine, je dirais pas une médecine facile, mais une médecine très technologique qui dépiste la lésion. Mais quand on ne trouve pas de lésion, comment peut-on soigner la fonction? C'est ça le système. La médecine chinoise, elle soigne la fonction, ce que vous appelez, Paul-Marie, les fonctions psychosomatiques. Nous soignons la fonction de l'organe énergétique interne pour éviter la lésion de l'organe physique. C'est très, très important. Oui, il y a un lien avec la politique, Marie-Josée. Il y a un lien avec la politique, bien sûr. Me poursuivre, mais évidemment, c'est deux méthodes partout. C'est pareil, c'est la même chose. Les petits politiciens soignent les maux à mesure qu'ils apparaissent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ficher des cautères sur des lésions cancéreuses. C'est ça la politique immédiate. On en parlait avec Gérard Frémiot, la politique compassionnelle. Ce qu'il faut, c'est aller voir la cause des maux. La politique, c'est un détour, comme la médecine chinoise. C'est-à-dire c'est pas là où le mal apparaît qu'il faut intervenir. Ce n'est qu'une conséquence, le mal qui apparaît. Il faut aller soigner la cause. C'est pour ça que je faisais le lien. La cause. Et puis en plus de ça, je pense que la médecine chinoise, elle est multifactorielle. Elle tient compte beaucoup de l'environnement du mode de vie, parce que les aliments que nous consommons peuvent être nos meilleurs amis, comme les médicaments peuvent devenir de vraies toxicités. La toxicité interne. Et comme je vous dis, je pense que les meilleurs hommes politiques, ce sont des hommes politiques qui ont une vision stratégique à long terme. Ça, c'est aussi... Ils sont moins stressés d'abord. C'est aussi le propre de la médecine chinoise. Une stratégie à long terme. C'est ce qui manque, je pense, ici. Oui, une auditrice dit attention de ne pas parler en même temps, mais et c'est une auditrice qui dit, je vous fais cette remarque avec un accent russe. Merci, chère madame. C'est aimable. Oui. Et une dame dit, Marie-Joséphine, nous aimons beaucoup votre rire, surtout n'abandonnez pas un si joli rire. Oh mon Dieu, merci madame, mais vous savez, il est naturel. Vous n'êtes pas très stressée, vous?
Oh, si, je le suis malade. Ce soir, je suis assez soulagée. Parce que oui, j'ai quand même une journée très lourde. Votre main guérit? Ma main se guérit et puis d'autres soucis s'arrangent, donc je suis ravie. Voilà, mais il est vrai que et le printemps enfin arrive. Le printemps enfin arrive, oui, en quelque sorte. Il faut soigner le feu émotionnel. Oui, j'aime beaucoup l'idée du feu émotionnel. Et vous voyez, Paul-Marie, je suis un feu émotionnel permanent. Je suis un Stradivarius dans un tank, alors attention. Attention au tank ou au Stradivarius? Au Stradivarius. Les deux sont délicats. Au Stradivarius. Dites-moi, vous parlez d'une réorientation, Manola Souvon-Lassi, nécessaire de la politique de santé. Et ça, je crois qu'elle est vraiment nécessaire, d'abord pour une raison précise, c'est que à force de courir d'une conséquence à une autre conséquence, d'un mal à un autre tel qu'il apparaît, on dépense beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent avec peu de rentabilité. Avec très peu de rentabilité. Il y a d'énormes économies de finances publiques à faire. J'ai pensé à propos de Gérard Frémiot et son ouvrage sur l'État. Si l'État est intelligent, il va aux causes, et notamment en matière précisément de santé publique. Voilà, excusez-moi, je pense que je ne suis pas là pour décider. Enfin, je ne suis pas là pour parler en tant que décideur, parce que je n'ai aucun pouvoir politique, donc je n'ai pas d'un pouvoir d'influence sur les décideurs. J'en parlerai au colonel Fanet quand il sera élu député. Je pense qu'on devrait peut-être davantage ouvrir le système éducatif de la santé à des médecines alternatives comme la nôtre, mais je ne pense pas que la France soit dans l'ouverture d'esprit nécessaire pour donner des facilités à ce genre de médecine. Faute de crédit. Ils viendront faute de crédit, non seulement ça, ils viendront aussi parce que les patients eux-mêmes demandent l'alternative, demandent une médecine différente. Parce que les patients que je soigne savent très bien qu'il y a des limites à la médecine occidentale. Je dirais que la médecine occidentale, elle est nécessaire dans les cas d'urgence, elle est nécessaire comme une guerre. La médecine occidentale, c'est une guerre nécessaire. Mais la médecine chinoise permet aussi de reconstruire la paix après la guerre. C'est ça qui est important. Et la médecine chinoise a un effet préventif pour éviter la guerre. Et c'est dans ce sens-là que je travaille beaucoup pour mes patients. On les retrouve, on retrouve guerre et paix. Guerre et paix, exactement. C'est vrai. Marie-Joséphine, est-ce que vous savez que notre directeur de Létropolis a été dans une vie antérieure médecin, cardiologue plus précisément? Mais oui, je n'osais pas le dire. Oui, mais je ne voulais pas couper, mais il est vrai qu'on retrouve beaucoup de choses intéressantes. Bien entendu, les mots n'ont pas le même sens. Vous avez dit énormément le mot émotion. Il est évident que rien que sur ce mot-là, il faudrait travailler pour savoir de quoi on parle. Et bon, on n'a ni le temps, mais il est vrai qu'il y aurait une énorme discussion à faire. Je ne vais pas vouloir faire ma carrière, simplement dire que j'ai commencé par faire énormément de réanimation cardiovasculaire. Donc, j'étais plongé moi-même dans la technique à l'état très avancé, aussi avancé qu'il était possible de le faire, jusqu'à y compris être réanimateur après des séquences de transplantation cardiaque. Donc, de ce point de vue technique, je vois très bien ce dont il s'agit et les accusations que l'on peut amener vers une technique trop dure. Je vais vous prendre un exemple très précis. Je ne citerai pas le service, je ne citerai pas les noms, bien entendu. Nous avions fait une transplantation cardiaque dans un service et à cette époque, ça prenait beaucoup de difficultés, etc. etc. Et le garçon, un monsieur d'une trentaine d'années, sort au bout de 2 mois d'enfermer dans sa chambre avec traitement dépressant de l'immunité, etc. Et on lui recommande bien de faire très attention, de ne pas faire d'excès, etc., etc. Que va-t-il faire? Le premier soir de sortie, on lui recommande, mais pas assez. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été accompagné. Eh bien, il a fait on va dire un excès de boissons, d'alcool et d'autres choses, et au petit matin, il n'y avait plus personne. Voilà l'exemple où la médecine, nous avions utilisé le maximum de techniques possibles, mais le message fondamental n'était pas passé. Et moi, ça m'a énormément... Enfin, il n'y en a pas que celui-là, mais voilà un exemple où il y a une façon d'approcher les gens et de leur expliquer qu'ils ont beaucoup de choses en eux. Alors après, bien entendu, on ne va pas demander à chacun de s'opérer de l'appendicite. C'est un peu dur, ça arrive parfois. Mais il y a quelque chose à débattre. Et puis la prévention aussi est absolument énorme. Elle est négligée en France pour différentes raisons. On pourrait en discuter. On ne va peut-être pas ennuyer les auditeurs avec cela, mais sachez ce serait le sujet d'une intervention dans une d'énormes points de concordance. Mais je crois que
Paul-Marie a aussi une émotion dont il voudrait parler. C'est la journée Jeanne d'Arc. Non, pas une émotion. Je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Je voudrais signaler que traditionnellement, le deuxième dimanche de mai, c'est-à-dire dimanche prochain, 13 mai, c'est la fête officielle de Sainte Jeanne d'Arc. Et oui. Qui a un relief particulier, puisque nous avons célébré le 600e anniversaire de Sainte Jeanne d'Arc cette année. Et l'Action française organise, ainsi que d'autres organismes de la même obédience, mais principalement l'Action française, organise une manifestation dimanche prochain, 13 mai, qui partira à 10h de l'Opéra. Voilà, nous sommes en train de, petit à petit, comme l'a fait d'ailleurs Marine Le Pen il y a quelques jours, d'associer l'Opéra et Jeanne d'Arc, qu'on se le dise, le 13 mai, dimanche prochain, à 10h à l'Opéra, en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Oui, Manola. Je voudrais conclure pour rebondir sur ce que vous aviez dit sur les émotions. Je pense que les émotions ont un grand pouvoir de destruction autant qu'un pouvoir de guérison. Et le développement personnel est très important également dans ma pratique quotidienne. Oui, je crois que effectivement vous avez raison. Je pense vraiment qu'il y a 3 mécanismes complètement non maîtrisés par notre espèce humaine actuellement. Maîtrisés et ignorés par la médecine occidentale. Ce sont effectivement le pouvoir destructeur des émotions, oui. Le fait que nous voulons emmagasiner trop de choses au point de vue mémoire, et c'est une des pistes à suivre pour les maladies d'Alzheimer. Et la troisième, c'est que notre colonne vertébrale n'est pas terminée et que nous sommes pas encore de complet bipède. Mais ça, c'est le domaine de... Puisque vous avez la parole, mon cher Pierre Calgiani, redites-nous comment accéder à l'étropolis. Alors, dès le départ, cherchez l'étropolis sur le moteur de recherche préféré, LETROPOLIS. On arrive tout de suite à la recherche, au résultat de la recherche. À partir de là, on navigue sur le site en allant chercher ce que l'on cherche. Par exemple, c'est un OLNI. Nous ne publions pas de livres numériques, nous publions des OLNI, objets littéraires naviguant sur Internet, qui sont rangés dans une OLNITech, comme nous avons bien sûr forgé le néologisme. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Jean-Claude Daman, qui nous avait évoqué le 9 mai 1812, et cette merveilleuse et pathétique et terrible et spectaculaire et bouleversante. Vous rachetez, Monsieur Couteau. Non, elle est bouleversante dans tous les sens. Je trouve que c'est assez beau esthétiquement. C'est politiquement idiot, mais esthétiquement, c'est joli. On pourrait en discuter. On pourrait sur ça très longtemps. On va y passer la nuit, mon cher Jean-Claude Daman. Merci, Manola Souvanlassi. On peut dire peut-être comment faire pour bénéficier de vos conseils, outre de vos chroniques sur Radio Courtoisie régulière. Mon cabinet est situé au 15 rue des Frères d'Astier de la Vigerie, Paris 75 013. Mon téléphone, c'est le 01 45 85 25 10. Et mon mail pour prendre rendez-vous, c'est manola.prof@gmail.com. Parfait. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je vous en prie, vous savez, vous avez une table ouverte, si on peut dire ici. Merci au colonel Fanet pour son poulet et ses commentaires politiques. Marie-Joséphine, vous serez seule à la barre cette fois, la semaine prochaine, parce que beaucoup de gens veulent me voir, et je veux voir beaucoup de gens en Haute-Marne, qui est très accueillante, je dois dire, comme terre. Et je vais y passer toute la semaine prochaine, donc vous serez débarrassés de moi. Oh. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine avec Marie-Joséphine et peut-être un petit peu de Léoto. Oui. Bien sûr, Paul Léoto. D'ici là, n'oubliez jamais, vive Radio Courtoisie, vive la République, vive l'empereur. Quand même, on termine sur une belle note. Vive le roi et vive la France. Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de Paul-Marie Couteau, dirigé par Paul-Marie Couteau, qui est assisté de Marie-Joséphine. Diffusé en direct mercredi 9 mai 2012 de 21h30 à 23h et en différé vendredi 11 mai 2012 de 21h30 à 23h également. Elle a été réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.